vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont audition, regroupement et injures. Pas pour nous les injures au moins. Non, c'est pas pour vous quand même. Les auditions des grands-parents maternels d'un oncle et d'une tante du petit Émile se sont poursuivies aujourd'hui. Garde à vue prolongée pour homicide volontaire et recel de cadavres. Une première dans l'Union européenne, l'Autriche annonce suspendre le regroupement familial pour les réfugiés. Le nouveau gouvernement parle de protéger le pays face à l'afflux migratoire. Et puis Éric Zemmour, condamné pour des propos sur le drame de Crépol quand il avait opposé, je cite, 2 peuples, 2 France, 2 jeunesse, celle de Thomas et celle de Chaïd, 9 000 € d'amende pour injure raciale. Les vraies voix Sud Radio. Que s'est-il passé le 8 juillet 2023 au Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence? Pour la deuxième journée, les enquêteurs auditionnaient aujourd'hui les 2 grands-parents maternels du petit Émile, mais aussi 2 de leurs enfants, un oncle et une tante de l'enfant de 2 ans et demi. Garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. Des ossements avaient été retrouvés il y a 1 an, 9 mois après la disparition de l'enfant. À ce stade de la procédure, les avocats des 2 grands-parents, maîtres Isabelle Colombani et Julien Pinelli, cherchaient ce matin à relativiser la portée de cette prolongation des gardes à vue. Elle était tout à fait prévisible. Dans ce genre de dossier, vu la qualification, la prolongation est quasiment de droit. On va reprendre ce marathon judiciaire et on va voir un petit peu les questions qui vont être posées, les réponses qui vont être apportées. Il a coopéré hier, est-ce qu'il a répondu aux questions? Oui, il n'y a aucun souci là-dessus, coopération totale. Vous savez, il est évident que pour une grand-mère qui a perdu son petit-fils dans des circonstances aussi dramatiques, être entendu dans le cadre d'une garde à vue sur les circonstances de cette affaire est forcément une épreuve. Néanmoins, il n'aurait échappé à personne que cette famille en a connu d'autres, des preuves, et que celle qui se déroule actuellement pourrait presque paraître dérisoire par rapport à celle-ci. Les avocats des 2 grands-parents maternels du petit Émile au micro de l'agence France Presse. Philippe Bilger, vous êtes plus expert que qui que ce soit sur les gardes à vue. Si des gens n'ont pas parlé au bout, on est à peu près à 36 heures de garde à vue, c'est maximum 48 heures. Est-ce que vous pensez que tout peut basculer dans les dernières heures? On ne sait jamais. Est-ce que la confrontation d'aujourd'hui, est-ce qu'elle va obtenir des effets? Et peut-être, en définitive, faudrait-il aussi pouvoir admettre qu'ils n'ont rien à dire? Je peux tout imaginer sur cette affaire, mais je ne sais rigoureusement rien. Je suis exactement comme vous, Philippe, j'ai que des points d'interrogation. Le problème, c'est que cette affaire nous ramène à celle qui nous a tous meurtris depuis 40 ans, l'affaire Grégory. Oui. Et je me souviens, on était tous beaucoup plus jeunes, mais vous vous souvenez de cette ronde des gardes à vue à la Sable-Mangue et avec rien au bout. Donc effectivement, je suis comme vous, mais on est vraiment dans un imaginaire, on est projeté dans un imaginaire extrêmement glauque en fait en réalité. Et si vous faites un petit sondage, les gens considèrent en fait que les grands-parents sont forcément coupables, et je veux me départir de cette idée. Absolument. Parce que je veux me battre moi-même contre cette idée, parce que je n'en sais rien. Et on n'a pas Marguerite Duras, donc ça va. Sublime, forcément sublime. En parlant de la mère de Grégory, absolument. Oui, bien sûr. Sébastien Ménard. Moi, je redécouvre la vulnérabilité des petits êtres, parce que moi, je suis papa d'une petite fille qui a sensiblement l'âge du petit Émile, et voilà. Donc, je suis. C'est même pas quelque part le feuilletonnage judiciaire qui m'interpelle, c'est l'horreur de ce petit garçon, l'abomination et la disparition de ce petit garçon totalement innocent. Voilà. Et puis vous savez, je sais pas si vous voulez, le paradoxe, si vous voulez, qui est encore plus terrible entre ce qu'on peut imaginer de l'horreur et la beauté de cet enfant. Les photos et qui s'appelle Émile Soleil. Enfin, je sais pas si vous voyez le truc. Si vous écrivez ça dans un roman, vous dites ça n'existe pas. Le choc de la beauté même de ce prénom, de ce nom. Et ces circonstances. Sauf que ça se termine par un martyre christique, et voilà. Enfin, moi, je suis assez gêné, très gêné. En bref, Félix, le parquet poursuit son réquisitoire implacable au procès de Nicolas Sarkozy. Deuxième jour de ce réquisitoire fleuve qui est censé en durer 3. Le parquet financier réaffirme l'existence d'un pacte de corruption noué avec Mouammar Kadhafi afin qu'il finance la campagne présidentielle de 2007. Il réfute aussi, le parquet, l'idée d'une manipulation, d'une vengeance ou encore d'un complot qui aurait été orchestré par l'ancien régime libyen, celui de Kadhafi. C'était un peu la thèse avancée par la défense de Nicolas Sarkozy. Philippe Bilger. Dieu sait que parfois je n'ai pas été fier de certaines pratiques judiciaires, mais depuis le début, en ayant tout lu, enfin à peu près sur le procès Sarkozy, j'avoue que je suis très fier de la manière dont le procès a été présidé et dont le ministère public a accompli sa tâche. Alors convaincra-t-il? Je n'en sais rien, mais peu importe. De toute façon, ils ont donné une belle image de la justice et on verra à la fin.
Le parquet. Oui, je suis d'accord. La présidente. Mais la présidente, voilà. Après, il y a tous les commentaires de plateau. Absolument. Mais la réalité, c'est qu'un parquet ne poursuit pas pour rien et qu'une présidente ne gère pas ses débats pour rien. Donc, oui, effectivement. La justice fonctionne aussi, d'une certaine manière. Sébastien Ménard ? Oui, la justice fonctionne. Elle fonctionne plutôt bien. Parfois, moi, j'ai le sentiment qu'elle fonctionne trop bien contre certains. Ah, ça y est. Allez, c'est vrai. C'est reparti sur Sarkozy. Attendez, je n'ai pas cité Nicolas Sarkozy. Je dis simplement que je crois personnellement en la justice de mon pays. Et en tout cas, j'encourage tout le monde à croire en une justice totalement impartiale dans un pays civilisé, démocratique, puissant comme la France. Mais parfois, j'ai quand même le sentiment, en tout cas, quand je lis, comme tout à chacun, les journaux, il y a quand même une forme d'acharnement. Contre qui, mon cher Sébastien ? Contre quelques personnalités politiques. Mais dites que c'est Sarkozy pour vous, parce que... Franchement, ne pas ton Macron, voilà. De base, sois pas en figurique comme ça. Et en même temps, je suis un peu d'accord, vous ne le dites pas comme ça, Françoise de Goix, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je veux dire, on n'enquête pas pour rien, et voilà, et évidemment. Mais j'ai quand même le sentiment, et je pense qu'il y a de nombreux auditeurs qui pensent qu'il y a peut-être une forme d'acharnement juste politico-médiatique sur quelques personnalités politiques. Sébastien, honnêtement, Fabrice Arfi a fait un film. C'est un journaliste de Mediapart. C'est lui qui a tout révélé, Fabrice Arfi. Il a fait un livre qui s'appelle On comprend rien, et vous pouvez, c'est éclairant en réalité. On comprend tout en fait. Oui, on comprend tout. En fait, il y a pas rien, on comprend tout. Deuxième mot, regroupement avec cette annonce du nouveau gouvernement autrichien. C'est une première dans l'Union européenne. La coalition au pouvoir annonce suspendre le regroupement familial pour les migrants par la voix de sa ministre de l'intégration. Nous avons atteint les limites de nos capacités d'accueil, justifie Claudia Plakholm. Elle dit vouloir protéger, je la cite, les systèmes de santé, d'emploi ou encore d'éducation. La probabilité d'une intégration réussie diminue à chaque nouvelle arrivée, ajoute aussi cette responsable conservatrice. Elle parle de façon plus générale de protéger l'Autriche de l'afflux de ces dernières années. Philippe Bilger, est-ce que c'est ce qui va arriver en France ? Ça ne me choque pas, mais oui, je veux dire, il faudra peut-être arbitrer. Est-ce qu'on veut continuer à traiter tous les Français et tous ceux qui sont légalement chez nous de manière convenable sur tous les soins qu'on doit leur donner, par exemple, et dans ce cas-là, si on veut le faire, il y a bien un moment, il faudra faire comme l'Autriche. Sébastien, Françoise ? Je ne sais pas de commentaires, si ce n'est que je vais avoir des commentaires désagréables. Enfin, je ne crois pas que les situations se ressemblent, s'appliquent. Je vois bien qu'est-ce qui est à l'œuvre dans la décision de ce gouvernement. Voilà, dont acte. Sébastien, court. Je suis comme Philippe Bilger, c'est-à-dire que quand on peut ouvrir, il faut ouvrir, mais quand on n'arrive déjà pas quelque part à bien gérer, en tout cas à accueillir, à intégrer ceux qui sont dignement celles et ceux qui sont là, évidemment on ne peut pas en accueillir d'autres. Allez, troisième mot, injure. Éric Zemmour vient d'être condamné pour injure raciale. 9 000 € d'amende pour des propos tenus sur BFM TV à l'époque du drame de Crépol. Il avait alors refusé de commenter les expéditions punitives d'ultra-droite qui s'en étaient suivies, évoquant, je cite, 2 peuples, 2 France, 2 jeunesse, celle de Thomas et celle de Chaïd, avait-il dit. C'est ridicule par rapport aux dizaines de morts qui sont de la main des racailles arabo-musulmanes. Oui, c'est ridicule. Et c'est ridicule parce que ce sont toujours les Thomas qui tombent et ce sont toujours les Chaïd qui les tuent. Voilà pourquoi c'est ridicule. Ces propos avaient été signalés par le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, signalés aussi par SOS Racisme ainsi que par 2 députés de la France Insoumise. Dans le jugement du tribunal correctionnel de Paris, on peut lire « Monsieur Zemmour a proféré de graves injures en direct dans des émissions de grande écoute dans une démarche globalisante et véhiculant un discours de haine venant encore aggraver les dissensions et aiguiser les ressentiments. Et ce, écrivent encore les juges, à un moment très tendu où 2 camps antagonistes étaient susceptibles de commettre des actions violentes et où les pouvoirs publics craignaient des actions de représailles, voire des phénomènes d'émeutes. Merci Félix.